YouTube et sur lefigaro.fr évidemment en vidéo. Et maintenant l'invité de la matinale, il a publié fin 2024 Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plomb. Il est spécialiste du monde arabo-musulman, fin connaisseur de l'Iran. Avec lui ce matin, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans ce pays, les intentions américaines, les marges de manœuvre du régime en place et les différentes options de l'opposition au Mollah. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 2500 morts au bas mot, estimés par différentes ONG. Trump a encouragé les manifestants en Iran à prendre les institutions. L'aide est en route, a-t-il tweeté. Comment interpréter l'attitude américaine dans le contexte iranien ? Trump est un peu contraint, d'une certaine manière, de continuer sur la lancée de l'opération d'élimination de Maduro au Venezuela. Ça s'inscrit dans sa volonté de redéfinir le monde, ça passe par le Groenland, etc. Mais aujourd'hui, en Iran, visiblement, il se heurte quand même à une résistance imprévue du régime. Puisque les informations qu'on a, dont il faut bien sûr les prendre avec prudence, indiquent qu'il n'y a pas pour l'instant de fissure véritable à l'intérieur du pouvoir. On n'a pas vu de modérés ou de réformateurs, entre guillemets, se dissocier des plus durs. Ces bruits selon lesquels Khamenei était en train de faire ses bagages pour aller rejoindre Bachar al-Assad à Moscou, pour l'instant, il n'y a rien de vérifié là-dedans. La répression est d'une violence absolument inouïe. On a effectivement les estimations les plus basses, c'est 2500 morts, d'autres vont jusqu'à 6000. On annonce une première pendaison de manifestants pour demain en public. Et aujourd'hui, le corps du régime semble ne pas céder en utilisant une répression d'une violence extraordinaire. Alors, en réalité, c'est reculer pour mieux sauter, puisque l'Iran n'est plus viable. Il y a plus d'eau, la crise financière est absolument gigantesque, et puis surtout, le système iranien a perdu ce qui faisait sa garantie nucléaire, si j'ose dire, sans jeu de mots, c'est sa force de dissuasion, avant même le nucléaire, qui n'est pas opérationnel pour l'instant, même s'ils ont toujours de l'uranium. Il y avait le Hezbollah et les autres. Le Hezbollah servait à attaquer Israël préventivement pour empêcher que l'Iran soit lui-même attaqué. Tout ça, c'est par terre, ça n'existe plus. Un mot, Gilles Kepel, sur l'effondrement économique. Certes, il y avait l'embargo, mais il y a quand même des ventes de pétrole à la Chine qui continuaient par des moyens complexes. Comment vous expliquez ? C'est c'est la même médiocrité économique qu'au Venezuela, ou c'est une autre il y a de ça aussi, source parce que de problème ? L'Iran dispose de réserves gigantesques de gaz et de pétrole, surtout de gaz, et un peu comme au Venezuela, mais pas au même point, l'appareil a été détruit, la contrebande va partout, c'est-à-dire qu'en Iran, il y a des pénuries d'essence, parce que l'essence étant subventionnée à la vente, des contrebandiers vont la proposer au Pakistan voisin avec un bénéfice. Il y a plus d'eau. On avait même pensé faire déménager, le président avait annoncé que les habitants de Téhéran devaient déménager parce qu'ils ne pourraient plus les faire désaltérer. Donc tout ça, aujourd'hui, indique que les fondamentaux sont absolument catastrophiques. Et donc le système ne peut pas continuer. Mais à ce jour, pour l'instant, il fait bloc avec une violence inouïe dans la répression des manifestants. Est-ce qu'il a le choix ? Est-ce qu'il a le choix ? Je lui trouve pas d'excuse, que ce soit pas mal interprété, mais dans la spirale dans laquelle il est engagé, la pression étrangère, la pression des oppositions, parce qu'elles sont multiples, j'imagine, est-ce que le régime des Mollahs n'a plus d'autre choix que d'être non seulement liberticide, mais létal ? Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'ils pensent pouvoir être leur mode de survie, en attendant, en faisant le dos rond, si j'ose dire, et en attendant que ça passe. D'autant plus que dans l'environnement du Golfe,
on redoute, c'était déjà le cas lors de la guerre des 12 jours, que tout s'effondre en Iran à la manière du régime de la chute de Saddam Hussein, qui avait déclenché le terrorisme, le Daesh, etc. Et les États voisins sont inquiets parce que des coups de queue de la bête en train d'agoniser, ça pourrait vouloir dire des attaques de pétroliers dans le Golfe, le blocage du détroit d'Ormuz. Alors ça ferait remonter le pétrole qui est très bas en ce moment, qui est à $58 le baril à peu près. Et de ce fait, il y a une grande prudence de l'environnement, y compris des Émirats, des Saoudiens et autres qui ne portent pas forcément l'Iran dans leur cœur, mais qui redoutent les effets négatifs sur la stabilité de leur propre système. Gilles Kepel, on parle de l'aide, ou c'est Donald Trump qui a dit l'aide arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voyez derrière cette formule l'aide arrive? C'est cryptique. Je ne sais pas si lui-même sait très bien ce qu'il a en tête. On peut bien sûr penser qu'il y aurait une sorte de remake, si je puis dire, de l'opération de la fameuse guerre des 12 jours du mois de juin dernier, c'est-à-dire des ciblages, par exemple, des casernes des gardiens de la Révolution, les passes d'Aran, qui pour l'instant ne sont pas encore véritablement entrés dans la répression. C'est un autre seuil de violence, les passes d'Aran. Un autre seuil de violence qui indiquerait que le régime doit céder ou une solution, si j'ose dire, à la Maduro, où on a l'impression maintenant que cette affaire a quand même été en partie téléphonée et que Delcy Rodriguez, donc qui assume la transition, en fait était quelqu'un qui avait été choisi par les Américains à l'avance, avec du reste la médiation de l'émir du Qatar. Ça veut dire que vous imaginez quelqu'un du régime en place disponible, avec un entourage, disponible à faire le lit des intérêts américains et qui se maintiendrait au pouvoir malgré le renversement du régime. Alors ça, c'est sans doute une hypothèse qui serait celle qui plairait le plus à l'environnement régional, parce que ça éviterait une fragmentation incontrôlable. Le changement dans la continuité. D'une certaine manière, oui. Mais pour l'instant, de toute façon, le régime iranien, qui en est bien évidemment averti, ne semble pas avoir donné pièce à cette perspective. Alors qu'est-ce que l'attaque américaine éventuelle pourrait donner? Je ne sais pas, mais probablement est-ce que les décisions sont en train d'être pesées à la Maison-Blanche, si tant est que Trump veuille s'engager, parce qu'il faut bien voir que l'essentiel de l'effort militaire américain qui avait quitté l'Amérique du Sud, l'hémisphère ouest, comme on l'appelle maintenant à Washington, pour se focaliser sur le Moyen-Orient, une grande partie des troupes, des porte-avions, etc., sont aujourd'hui face au Venezuela. Et donc, il n'y a plus la même disponibilité sur place de l'armée américaine. Gilles Kepel, c'est le silence côté chinois et russe. Les alliés traditionnels de l'Iran sont occupés ailleurs. Alors, en effet, la Russie est très occupée en Ukraine. Les relations avec l'Iran sont moyennes, puisque pendant la guerre des 12 jours, du reste, un certain nombre d'Iraniens dans le pouvoir s'étaient dit que la Russie, au fond, les maintenait juste le nez au-dessus de l'eau, mais ne les avait pas beaucoup aidés. Les Chinois font du commerce. Ils sont préoccupés parce que justement l'effondrement du système Maduro au Venezuela, aussi exportateur de pétrole sous embargo, comme le pétrole iranien, il y avait une espèce de syndication de ce pétrole sous embargo qui transbordait vers la Chine à travers des bateaux au large des Philippines, etc. Tout ça est aujourd'hui assez impacté par la chute du système vénézuélien. Donc, la Chine regarde les choses venir dans une situation qui n'est pas très favorable pour elle. L'opposition ou les oppositions, on a parlé du fils du chat, prêt à rentrer dans son pays, à assurer la transition. Est-ce que c'est sérieux ?
Alors c'est difficile à savoir, lui-même est certainement très motivé, il a déclaré au Figaro. L'impact qu'il a en Iran, pour l'instant on a du mal à le percevoir. On a bien sûr des images de manifestants qui brandissent sa photo, mais ça c'est assez simple de faire qu'un manifestant pose pour une photo. Est-ce que pour la majorité d'une population qui est jeune et qui n'a jamais connu le père du Shah, le Shah qui a été renversé par ailleurs, il faut bien le dire, d'une certaine manière, la façon dont on voudrait renverser aujourd'hui le nouveau Shah religieux qui est Khamenei, je ne suis pas convaincu a priori qu'il ait une popularité intacte. Maintenant, ça peut vouloir être la chute, mais au fond, d'une certaine manière, qu'on se réfère à quelque chose d'aussi ancien que la dynastie Pahlavi, indique peut-être aussi la faiblesse d'une opposition qui n'a pas trouvé à l'intérieur d'elle-même la ressource pour faire tomber le système des mollahs. Un dernier mot, Gilles Kepel, je vous ai écouté très attentivement. Les fondamentaux iraniens se sont effondrés, ça n'est plus une puissance régionale aujourd'hui. Et vous me l'avez dit hier, quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit on est au bout d'un processus qui a commencé le 7 octobre, il y a 2 ans. Oui, quelque chose de paradoxal, puisque le 7 octobre, on avait le sentiment que c'était le Hamas qui avait pris l'initiative pour forcer la main aux Iraniens. Et effectivement, le 7 octobre a très fortement impacté négativement Israël. C'est la situation après la guerre d'anéantissement à Gaza en particulier est très mauvaise pour l'image d'Israël dans le monde. Mais le paradoxe, c'est que ce qui s'est passé après, c'est tout le système iranien qui s'est effondré. Le Hezbollah est réduit à pas grand-chose. Le régime syrien est tombé. Le Hamas maintient encore la terreur à Gaza, mais n'est pas capable de se projeter. Donc, d'une certaine façon, c'est le 7 octobre qui, paradoxalement, a plombé, si j'ose dire, l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est ça le paradoxe tout à fait stupéfiant de cette histoire. Une bonne raison de lire ou relire ce que vous aviez publié à la fin de 2024 ou 2023, c'est-à-dire le bouleversement du monde à partir de cette date historique du 7 octobre. Lire également Antiterrorisme, ces 2 ouvrages sont parus chez Plomb. Et puis, il y a mon petit chouchou, c'est Prophète en son pays, paru, lui, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Kepel, au micro de Radio Classique, merci. À bientôt, merci pour ces lumières. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Nicolas Bétour, Radio Classique.